Amis des étalons, bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler des étalons, alors pas des étalons à quatre pattes comme ceux qu'élève mon épouse, mais des étalons dans le sens référence. Je vous avais déjà montré il y a quelque temps des systèmes étalons de tension qui permettent d'avoir donc voilà, des références de tension qui sont le plus précis possible, de façon à contrôler que ces voltmètres sont exacts. Et ça peut être intéressant de faire la même chose, on va dire, dans le domaine temporel, et d'avoir une source de fréquence qui soit non seulement juste, c'est-à-dire qui corresponde le plus possible à une valeur connue, et aussi bien sûr stable. Hein, c'est deux choses un petit peu, je veux dire, complémentaires. Hein, la justesse, c'est dans l'absolu. Hein. Par exemple, une référence de 10 MHz. Hein, le Hertz, c'est une définition qui est très précise et qui est basée sur la définition de la seconde, qui elle-même est très précise. Enfin, voilà, dans toutes les unités quelque part se tiennent. Et donc, l'idée, c'est d'avoir donc une valeur ici qui soit, je veux dire, considérée comme vraiment bonne, mais aussi qui varie peu dans le temps, alors avec des variations qui peuvent être rapides ou même très lentes. Hein, ça veut dire c'est le problème des fois de tous les trucs qu'on étalonne. Hein, c'est pour ça qu'il faut les réétalonner dans le temps, hein, dans la mesure où ils vieillissent. On peut très bien avoir un voltmètre ou un générateur qui a été à un moment donné contrôlé par un super labo et qui dit avec un tampon c'est exact. Il n'y a rien qui prouve qu'un an après, il l'est toujours. Pourquoi? Parce que les composants vieillissent, ils bougent et tout ça. Donc voilà, et pour ici dans le domaine de l'amateur, avoir facilement une référence de fréquence fiable, il existe différentes possibilités, hein, surtout maintenant on va avoir des possibilités qui sont relativement faciles d'accès et qui donnent des précisions absolument démentes. On peut avoir, hein, comme on va le voir ici dans la vidéo, des systèmes autonomes stables, mais si on veut vraiment de la super précision, enfin c'est quasiment hors de portée de l'amateur, mais on va voir qu'il y a moyen par radio de récupérer certaines sources qui peuvent être ici très stables. Là, je vais vous en montrer une qui se discipline sur un GPS, mais j'ai un projet d'en faire une, je dirais moi-même, qui marche sur DCF 77, mais avec un mode un petit peu, je veux dire, original, hein, qui ne va pas être basé sur une PLL, hein, comme souvent. Et justement, ça, je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, c'était intéressant d'avoir une vraie référence stable, ne serait-ce que pour pouvoir après mesurer que celle que je vais faire avec mon système fonctionne correctement. En même temps, je vais vous montrer, hein, c'est le but de cette première vidéo sur CP0090, justement un système qui va permettre aussi, une fois qu'on a cette référence stable, de la distribuer sur les appareils de mesure, sachant que de plus en plus d'appareils de mesure, j'en ai au moins presque une dizaine dans ce cas-là, acceptent d'avoir une référence externe pour fonctionner, et ce qui, bien sûr, si on les met sur une référence très précise comme celle du GPS, va leur conférer une précision, une justesse très très importante. Il existe moult façons de faire des oscillateurs, mais très souvent c'est basé quelque part sur un filtre et un amplificateur, hein, et bien sûr les composants qui composent ce filtre vont jouer de façon très importante sur la stabilité et la précision de ces oscillateurs. Alors justement, on va voir un petit peu différentes solutions possibles pour faire ce genre d'oscillateur. Voyons cela. Comme composant donc pour faire ce fameux filtre, le plus simple qu'on peut utiliser, hein, c'est des composants discrets, hein, donc typiquement voilà, des résistances des condensateurs. Hein. Rappelez-vous cet oscillateur à pont de Vienne que je vous avais montré, qui typiquement utilisait un filtre fait avec deux résistances et deux condensateurs. Alors ça, c'est bien, mais au niveau, on va dire, de la précision qu'on peut en attendre et même de la stabilité, c'est pas terrible. Hein. Même en utilisant des bons composants, on peut espérer 1%. Donc, pour avoir une idée, hein, donc sur 10 MHz, 1%, ça veut dire qu'on a 100 kHz ici au mieux de stabilité. Hein, c'est vraiment pas terrible. Alors un petit peu mieux, on a ça. Ça s'appelle un résonateur céramique, hein, c'est le même système en fait, hein. Enfin, encore une fois, hein, c'est un filtre, hein. D'ailleurs on retrouve ça, les fameux filtres céramiques qu'il y a pour les
dans les postes de radio, des choses comme ça. Mais c'est aussi utilisé, ces résonateurs céramiques, justement comme oscillateur. Alors, ça coûte moins cher qu'un quartz, c'est un tout petit peu moins bon. Hein, au niveau tenue en température, choses comme ça, on peut espérer, on va dire, au mieux 10 3, 10 4, mais vraiment dans le meilleur des cas. Mais ça a l'avantage de ne pas coûter cher. Alors après, en effet, on a le quartz. Hein, voilà typiquement comment ça se présente. Donc là, le quartz, c'est quand même bien meilleur. Avec un quartz, on peut espérer, pareil, 10-3, 10-4, hein, pour info, voire 10-5 avec des très bons quartz. Ça veut dire, typiquement, c'est 1 kHz ou 100 Hz, hein, sur 10 MHz. Hein, c'est déjà pas mal. Par contre, c'est pas très stable. Hein, ça va bien sûr varier en fonction de la température. Ça va aussi varier en fonction du vieillissement. Il y a ça aussi, donc c'est pas mal, mais enfin, on va dire, c'est pas encore super top. Hein. Après, si on veut un petit peu mieux, alors il y a ce qu'on appelle les TCXO. TCXO, ça veut dire Temperature Control Crystal Oscillator. Hein, les CRIST, là, c'est le croix. Les Américains, ils aiment bien ce genre de choses. Alors ça se présente éventuellement comme ça. Dans certains cas, il y a un petit trou avec une petite vis là pour pouvoir les ajuster. Alors cela, en fait, le principe, c'est que l'électronique qui est à l'intérieur est compensée de façon à ce qu'en fonction des variations de température, il y a une correction pour garder la fréquence la plus stable possible. Avec un truc comme ça, on peut espérer à peu près 10-6, hein, donc ça fait 10 Hz, par exemple, sur 10 MHz. Sachant que sur certains modèles, hein, voilà, il y a aussi ce qu'on appelle les VCXO, hein, c'est des contrôleurs sur lesquels on peut éventuellement ajuster avec une tension la fréquence. On verra que c'est ça qu'on utilisera pour le truc que je veux faire avec des CF77. Alors après, encore mieux, il y a le OCXO. Donc en voilà un que m'a très gentiment donné JP. Alors ça, c'est quoi? C'est le principe de ça, c'est qu'à l'intérieur, il y a un chauffage qui va maintenir le quartz à une certaine température, qui est généralement plus élevée que l'ambiante pour la garder stable. Par exemple, ça peut être 60-80 degrés. Et le fait que la température ne bouge pas, généralement, après, la fréquence reste stable. Alors ça, on peut espérer 10-8, hein, avec un truc comme ça, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ça veut dire, là, on a... ça veut dire 0,1 Hz par rapport à sur 10 MHz, ce qui est quand même absolument excellent, hein, déjà. Alors l'inconvénient de ces trucs-là, c'est que y a un temps de chauffe qui n'est pas négligeable. Ça consomme aussi, parce que bien sûr, il faut alimenter le chauffage. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est bien chaud, et ça reste quand même très très stable. Ici, bon, il y en a des plus petits que ça, hein, ça c'est un modèle assez imposant, mais voilà, qui est très très bon. Alors après, si on veut encore avoir mieux, ce qui est éventuellement accessible à l'amateur, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des oscillateurs au rubidium. Alors j'en ai pas, mais je vous en montre une photo. Avec ça, on peut espérer avoir 10-9, ce qui fait 0,01 Hz pour 10 MHz, ce qui est aussi très 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 bon. Hein. Et ça marche aussi très bien. Ça, comme inconvénient, d'abord c'est relativement complexe, relativement cher. Et surtout, l'inconvénient, c'est que le système rubidium, hein, je mettrai un lien pour ceux que ça intéresse dans la vidéo, il s'use un peu avec le temps. Et c'est une sorte d'ampoule. Hein, et quand elles sont usées, faut les trouver. Ça, c'est très très compliqué de les trouver. Et souvent, on en trouve 2 cases, mais voilà, ils disent pas que les ampoules dedans sont moitié mortes. Et c'est quelque chose qu'il faut éventuellement donc se méfier. Voilà. Alors, par contre, tous ces systèmes, ils ont un avantage, c'est que donc ils sont autonomes. Si on veut après avoir quelque chose de mieux, après il y a les super horloges atomiques, mais je veux dire, pour un amateur, ça devient très compliqué et très très coûteux. Sauf si, bien sûr, on profite de ces horloges atomiques hyper précises à distance. Et là, l'idée, bien sûr, c'est d'utiliser un système, en fait, une onde radio qui, elle, est très stable. Alors, de façon historique, hein, il y avait l'émetteur d'Aloïs de France Inter, qui avait une porteuse qui était très stable, hein, qui en même temps émettait des signaux horaires. Alors ça existe toujours, hein. D'ailleurs, je ne sais pas où je l'ai mis, mais j'en ai une référence qui marche comme ça. Donc ça marche pas mal. Alors Aloïs, c'était tout un système, ils ont voulu l'arrêter, ils l'ont remis,
mais maintenant il marche à puissance réduite, donc c'est pas forcément une solution d'avenir. Alors il y a DCF77 qui lui aussi a une porteuse qui est très stable et donne aussi des top horaires. Et comme je l'ai dit, hein, ça sera justement une réalisation hein, que je veux faire qui permettra d'avoir aussi une référence très très bonne basée sur DCF77. Mais sinon, actuellement, on trouve quelque chose qui est encore vraiment très très bien. C'est ce qu'on appelle des GPS DO, hein, des oscillateurs, hein, on va dire, ils appellent ça disciplined oscillator, hein, c'est-à-dire qui sont, je veux dire, qui se verrouillent quelque part sur la fréquence du GPS, qui elle est vraiment très 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 bonne, hein, parce que par principe, hein, le principe du GPS fait qu'ils ont besoin d'avoir des fréquences qui sont d'une très très bonne stabilité et d'une très bonne justesse. Alors ça, on peut le faire soi-même. Maintenant, j'ai trouvé ces petits modules là, ça a pas mal baissé de prix, ça marche très bien. Voilà comment ça se présente. Alors, c'est livré avec une antenne GPS, hein, qu'on peut voir ici, qu'il suffit de mettre, alors, on peut la mettre dehors pour une bonne réception, moi je l'ai mis dans mon lab, apparemment ça passe très bien, ici. Donc cette antenne, elle est ici, donc par cette petite prise SMB, on la branche à cet endroit, c'est vraiment très très simple. Ça s'alimente ici en 12 volts. Ça donne éventuellement d'ailleurs aussi les signaux du GPS là en série si on les veut. Enfin bon, moi c'est pas tellement ici ce qui m'intéresse. Et ça donne deux signaux hein, qu'on va regarder. Un donc de 10 MHz qui est très simple et ici un PPS, une petite impulsion par seconde. Le principe de ces oscillateurs, justement, hein, bah, c'est qu'ils s'ajustent hein, de façon à ce qu'ils collent pile poil avec cette seconde ici qui est très très bonne. Alors, comme on le voit ici, il y a deux LED dessus, hein, une qui est power. Hein, on va voir qu'on le met en route, ça flash. Hein, ça veut dire que tant que ça flash, il cherche le satellite, hein, il n'est pas verrouillé. Quand c'est fixe, c'est qu'il a trouvé les satellites et qu'il est verrouillé. Mais il lui faut un certain temps après pour avoir une bonne fréquence. Hein, c'est le alarme là. Et ALM, là, le alarme, tant qu'il est allumé, ça veut dire qu'on a une erreur quand même qui est supérieure à 0,1 Hz, ce qui est quand même pas mal. Mais quand c'est éteint, ça veut dire que c'est encore donc meilleur que ça. Alors, bah allons-y, on va l'allumer. Donc ça s'alimente ici en 12 volts. Voilà. Et voilà, on branche ici, c'est vraiment très très simple à mettre en route. Tac. Et voilà. Donc là, on voit que Power, ici, s'allume. Là, il cherche les satellites. On va le laisser chercher. Et ALM, bien sûr, s'allume, vu que pour l'instant, bah, il lui faut le temps ici de se verrouiller. Alors, bah, on va brancher ça en même temps pour voir la tronche que ça a sur l'oscillation. Ça y est, là, il est verrouillé. Hein, donc le voyant Power est fixe. Alors, ALM, lui, est toujours allumé. Hein, ça veut dire que bah, voilà, maintenant, il faut un certain temps pour se synchroner. Mais enfin, déjà, là, on voit qu'on a une fréquence qui est très stable et très très déjà précise. Et alors voilà, on voit que c'est une sinusoïde hein, de 1 volt crête ici hein, qui sort comme ça. Alors, à quoi ça sert hein, donc ça, bah, voilà, ça me permet, encore une fois, hein, l'idée ici c'est d'avoir une référence. Alors ce qu'on peut faire, tiens, on va justement vérifier dans quelle mesure mon générateur, hein, ici, hein, qu'on peut voir là, mon DG4162, et ben voilà, est-ce qu'il est bon ou pas? Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va se mettre ici en mode XY. Voilà. Et on va mettre une sortie donc à 10 MHz, 1 volt, crête pareil, donc sur la deuxième voie ici. Ici. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir hein, si on regarde bien ici, on voit quelque chose qui est très intéressant, c'est que, hein, c'est un peu une figure de Lissajou, hein, ici, c'est que le signal ici, bah, il se déplace. Le fait qu'il se déplace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, il n'est pas bon en fréquence. S'il était à la même fréquence que le GPS, eh ben, il serait fixe. Alors, il ne serait pas forcément en phase, hein, il n'y a pas de raison qu'il soit en phase, c'est-à-dire qu'il soit haut et bas en même temps, mais il serait ici en phase. Donc là, ce qu'on va faire, ben, on va modifier un petit peu la fréquence, et on va voir jusqu'à temps qu'il devienne meilleur. Donc là, on commence à modifier ici au niveau du Hertz. Donc là, dans l'instant, c'est pas terrible. Je descends. Ah, là, ça devient mieux. Voilà.
là, on voit que le signal est quasiment bon ici. Donc là, on a ici plus ou moins un rond hein, qui varie selon la phase. Alors là, on peut voir deux choses qui sont intéressantes. C'est justement à la fois on va dire le fait qu'il soit exactement bon à 10 MHz, mais aussi la stabilité. Là, par exemple, on voit que si je règle ici un petit peu plus fin, là, si j'arrive là quasiment à le rendre immobile, mais on voit qu'il ne reste pas immobile. Alors ça, justement, c'est vachement intéressant. Ça veut dire que ici, il n'est pas très stable et il varie un petit peu. Et alors, là, il varie probablement, vu que je viens de l'allumer, un petit peu avec la température. Voilà, on voit qu'il a tendance là à dériver un petit peu. Alors c'est assez normal, hein, parce que ces appareils-là, généralement, ils sont aussi dits, enfin normalement, il faut les laisser chauffer jusqu'à 20 minutes, une demi-heure avant. Donc là, voilà, on voit que quand on arrive ici à le régler, il a tendance à dériver. Alors pour info, ici, il m'affiche 9999,99,0. Donc là, mon générateur, hein, tel qu'il est là, il a une erreur de l'ordre de 10 Hz à peu près. Un petit peu moins, 9 Hz à peu près. Voilà. Et on voit qu'avec le temps, là, en fait, il s'améliore un petit peu avec le temps. Il faut peut-être le laisser chauffer pendant très longtemps, peut-être qu'il serait meilleur. Maintenant, d'un autre côté, pour un générateur comme ça, c'est déjà quand même plutôt vachement bon. C'est-à-dire, voilà, on voit il est bon, on va dire, à 10 Hz près, ce qui correspond en fait à un TCXO, et c'est probablement ce qu'il y a dans le générateur. Mais voilà, là on voit tout de suite une application typique d'un système comme ça. Hein. On a ici donc une référence qu'on peut considérer vraiment comme très bonne et très stable. Et grâce à ça, on peut comparer. Voilà. Et la valeur, on va dire, absolue ici du signal de mon générateur, mais aussi sa stabilité. Et voilà, là on voit que il bouge un petit peu. Voilà, et ça c'est donc une des utilisations possibles. Alors bien sûr, hein, ça va permettre donc de vérifier les appareils de mesure, mais ce que je voudrais faire ici, hein, et c'est l'intérêt de CP0090 que je vais vous présenter ici, c'est que mes appareils de mesure soient de base avec la bonne précision. Or, le générateur que je viens de vous montrer, là, le DG4162, on peut utiliser une référence externe plutôt que sa référence de 10 MHz interne. Ce qui fait que si je branche sur cette entrée de référence la sortie ici du GPS, et ben lui sera avec la même précision. Et pour le coup, quand il me sortira une fréquence de 10 MHz, ça sera pile poil 10 MHz. Et voilà, et j'ai plein d'autres appareils comme ça, la plupart de mes oscilloscopes numériques, mes analyseurs de spectre, ici, ils acceptent tous, hein, c'est un petit peu une norme, d'avoir un signal externe de 10 MHz pour se synchroniser. Donc le fait d'avoir ça, ça va faire que tous mes appareils ici auront une précision d'enfer. Donc l'idée ici de CP090, par contre, ça va être de distribuer ce signal à tous les appareils. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire des sortes de boîtiers, un petit peu genre de hub, hein, quelque part, qui ont plein de sorties des mégahertz. L'ennui, c'est que ça va me faire plein de coax, moi, dans mon lab, pas très facile. J'ai réfléchi à un système, et c'est justement ça, CP0090, qui va permettre, avec un simple coax, d'alimenter tous les appareils, on va dire, en série. Alors l'idée, hein, c'est pour pas avoir à se trimballer d'alim, c'est que ce fil fera à la fois l'alimentation et le transport du signal. Alors ça se présente comment? Il y a un petit boîtier ici qui s'appelle Master, hein, qui accepte en entrée, on va dire, n'importe quel signal de 10 MHz avec une dynamique assez grande, hein, de 0,5 à 5 volts, hein, que ce soit un signal carré ou quelle que soit sa forme ici. Hein, donc, entre autres, ça acceptera ici le petit module GPS que je vous ai montré. Ça s'alimente en 12 volts. Ce signal-là, ce master ici, il met le signal ici, on va dire en forme. Hein, là, ça va être un signal logique. Il vérifie en même temps que il y a bien un signal présent. Hein, et on verra qu'il utilise un filtre à quartz pour vraiment être sûr que le signal qui est à l'entrée est vraiment un signal, enfin, qui au moins est pas loin de 10 MHz, hein, même si le filtre n'est pas trop précis. Et derrière, il va donc donner une sortie 50 ohms qui contiendra en même temps dans le coax, quelque chose de très connu, à la fois l'alimentation et le signal de référence de 10 MHz. Donc après, on peut mettre comme ça, en fait, enchaîner autant qu'on veut des boîtiers slave, hein, et chaque boîtier slave ici, qu'est-ce qu'il fait? Il remet ici le signal en forme, il le donne avec différents niveaux sur de 1 à 4 sorties
à des appareils ici, et il offre ici une sortie, et on peut comme ça en mettre autant qu'on veut, peut-être pas, parce que il y a le côté ici, enfin, faut dire qu'il faut que ça tienne là au niveau de la lime. Mais enfin voilà, ici, tel que je vais le faire, des slèches, je pourrais en mettre à mon avis presque une dizaine, pour que ça marche bien. Et à chaque fois, le signal qui arrive ici en entrée, il est réamplifié pour la sortie, ce qui fait qu'il n'y a pas de perte. Et on peut mettre ici un coax, éventuellement relativement. Donc voilà, grâce à ça, hein, je vais pouvoir mettre à poste ici le master avec ici les références que je choisis. Donc ça sera généralement le GPS, mais aussi, je pense, pourquoi pas en secours quelque part, celle que je veux faire sur DCF77. Et derrière, donc distribuer ça à tous mes appareils. Voilà pour la présentation donc de CP0090. Hein. Dans une future vidéo, ben, je vous le montrerai. Hein. Je vais déjà faire donc le module master. Je vous le présenterai. Après, je ferai le slave. Et une fois que j'aurai branché tout ça, ben, j'espère avoir le temps de mettre au point là, mon petit système à la base de DCF77. Et je pense que ça sera un système qui sera assez facile après à reproduire et qui vous permettra de le fabriquer si ça vous intéresse. Pour info, là, j'ai laissé donc, ça fait plus d'une heure là, que le système tourne, mon générateur. Alors, il s'est stabilisé, hein, donc comme ça pouvait, en effet qu'il a chauffé, hein, là, il est stable, hein, je veux dire, il bouge quasiment plus par rapport au GPS qui lui-même, hein, la LED alarme s'est éteinte, donc il est très précis. Par contre, voilà, là, il est bloqué sur 9 mégas 999, 987 et des poussières, ce qui veut dire qu'il a quand même 13 mégas d'écart, ce qui est pareil, en proportion, c'est pas beaucoup. Mais voilà, il est quand même pas hyper précis. Alors que quand il sera branché justement mon générateur sur le GPS, bah là, je pourrais vraiment dire que je pourrais vraiment avoir confiance et savoir que quand il me donne un 10 MHz, c'est vraiment 10 MHz. Enfin, voilà pour ça. Ah, tiens, Maurice, qu'est-ce que tu fais de ces temps-ci? Je te vois pas beaucoup. Tu t'instruis. Oh, et alors tu fais quoi? Tu apprends l'histoire. Oh, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Que Jeanne d'Arc s'est éteinte 2 heures après sa mort. Ah oui, c'est intéressant, hein. Mes pucelles mortes enceintes, c'est une sacrée destinée. Bon, allez. Certains disent aussi qu'on ne l'a pas cru, on l'a cuit. Mais enfin bon, trêve de plaisanterie. Alors malheureusement, bah, j'ai attaqué le dernier quart de mes vacances. C'est incroyable parce que le temps passe vite quand on est en vacances. Hein. Bon, enfin bon. J'ai quand même pu faire pas mal de trucs que je voulais faire et il me reste encore du temps pour en faire d'autres. Que le grand mégahertz vous envoie des tonnes d'ondes positives et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.